Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre magazine Éco-Débat. Éco-Débat se consacre aujourd'hui à la TICAD, la 8e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, vient de refermer ses portes. Une rencontre symbolique dans ces nouvelles dispositions géopolitiques et économiques qui se dessinent à travers le monde. Une rencontre qui a également acté de nouveaux engagements politiques et économiques. Et avec nos invités du jour, on décrypte les retombées concrètes pour le continent africain, les enjeux et surtout les attentes des États d'Afrique subsaharienne. Ouattara Barado, vous êtes spécialiste en stratégie et analyse sectorielle. Merci d'être avec nous. Merci, M. Soumaro. Et avec nous ici en studio, M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Merci encore d'être avec nous. Merci beaucoup, Soumaro, pour toujours nous associer encore aux thématiques qui concernent l'Afrique. Alors, on parle de la TICAD, cette conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique. Quel bilan à ce stade vous pouvez tirer des différentes éditions de la TICAD qui se sont tenues, M. Ouattara? Pour faire le bilan, puisque nous sommes à une émission économique, il serait bien de voir quelles ont été les retombées au plan économique pour l'Afrique. Il faut dire que la première TICAD s'est tenue en 1993. De 1993 jusqu'à ce jour, l'aide publique au développement du Japon n'a pas véritablement trop varié. On est resté toujours autour de 10%. Quand on regarde l'investissement direct qui a été fait, à ce niveau aussi, il reste encore faible. Donc, il y a lieu de se demander si véritablement cette TICAD-là a beaucoup contribué au développement de notre continent. Voilà. Justement, nous allons essayer de décrypter cela tout à l'heure. Vous partagez ce même point de vue ou bien des avancées chez vous? Oui, bien sûr. Je voulais tout juste ajouter d'abord à ce que mon co-débatteur a dit concernant la TICAD. Pour ceux qui nous prennent en marche, il faut qu'ils sachent que la TICAD veut dire la Tokyo International Conference of Africa Development. Et ça veut dire la conférence internationale de Tokyo pour le développement africain. Alors donc, je veux dire que c'est une plateforme de partenariat développée entre le Japon et l'Union africaine. Et à ce partenariat-là sont plutôt associés des organisations comme les Nations Unies et aussi, en plus des Nations Unies, vous avez aussi la Banque mondiale. À ces deux grandes organisations internationales, il faut ajouter une organisation régionale aussi qui est la Banque africaine de développement. Donc disons que la TICAD a été créée donc dans l'objectif, en tout cas par le gouvernement japonais, à la suite donc de la perte de la croissance. Vous savez que le Japon a connu une forte croissance entre les années 1970 et 1990. Et à l'issue de cela, il y a eu, à l'issue de la baisse du cours du yen, la monnaie japonaise, donc nous avons eu la baisse au niveau, nous avons une baisse de croissance, et donc cela a amené les dirigeants japonais à envisager d'autres marchés, en tout cas pour leurs entreprises, et c'est ce qui a été fait. Alors donc, pour ajouter à ce que M. Barado a dit, en 30 ans, beaucoup de choses ont été faites, notamment il y a eu des résultats palpables, notamment dans des domaines comme l'éducation, l'agriculture, et aussi dans l'hydraulique aussi, il y a eu beaucoup de résultats. Et j'ai dit tout à l'heure aussi dans le domaine de la santé aussi, il y a eu des résultats. Alors, donc ça c'est ce qu'on peut dire comme bilan. Et nous, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, vous savez très bien qu'il y a eu un échangeur de la Solibra près du canal à bois. C'est un aspect visible des résultats que nous pouvons observer. Il y a eu d'autres choses, par exemple, qui ont été des infrastructures qui ont été construites plutôt par le Japon, notamment à travers la JICA, qui est l'Agence internationale de développement, et aussi la JITRO, qui sont des organismes japonais chargés du développement en Afrique. Donc je veux dire qu'il y a eu, également, le bilan est bon parce que, je veux dire, au-delà de la moyenne, mais il est encore faible. Mais par rapport à, quand on eu égard aux chiffres que M. Barado a donné tout à l'heure. Maintenant, en termes de perspective, pour en revenir à votre question, vous avez dit tout à l'heure, la TICAD
8 s'est achevé, je vais dire, par ce qu'on appelle la déclaration de Tunis. Et cette déclaration de Tunis, au cours de cette déclaration de Tunis, il y a eu une annonce capitale du Premier ministre japonais qui a annoncé une enveloppe de 30 milliards de dollars sur 3 ans destinée à favoriser le développement sur le continent africain, notamment à travers l'investissement privé et d'autres domaines. Donc, alors, si ce point peut permettez-moi de vous reprendre la parole et demander à M. Ouattara, comment est-ce que vous analysez cette intervention du Japon, on va dire ce retour un peu en force après cette crise Covid? Quels sont les enjeux pour le Japon actuellement sur le continent africain? Bon, pour le Japon, c'est surtout un investissement sur le plan diplomatique. Sur le plan diplomatique, parce que on ne peut pas être une grande puissance comme le Japon et puis ne pas être vraiment présent au plan diplomatique pour marquer effectivement la présence d'un État fort. Donc, tout à l'heure, je disais que les chiffres étaient encore faibles en termes de participation et comparativement à d'autres pays. Mais il reste entendu que le Japon a quand même, comme M. Sadia l'a dit, a quand même fait un certain nombre d'investissements qu'on ne peut pas négliger. Mais il faut reconnaître que par rapport aux enjeux de développement de l'Afrique, nous pensons qu'après la tenue de ces différentes conférences-là, l'aide du Japon ou l'appui du Japon devait monter crescendo dans le pourcentage, n'est-ce pas, de ce que ce grand pays pourrait faire pour l'Afrique. Donc, on peut dire que c'est surtout pour le Japon, c'est un enjeu diplomatique dans la mesure où les participants sont prioritairement des membres des gouvernements et en priorité des membres des membres des ministères des Affaires étrangères. Alors qu'on aurait pu penser que si on veut vraiment développer l'Afrique, qu'on aurait pu associer effectivement des opérateurs économiques, la population civile, comme le réclame d'ailleurs la population japonaise qui estime quand même qu'il y a une amélioration à apporter. Mais justement, dans cette TICAD-là, on a vu près de 5000 participants, 50 délégations, 8 chefs d'État, parmi lesquels le président sénégalais Macky Sall, le roi de Lesotho. Alors, est-ce qu'à travers ces délégations, on n'a pas senti, il y a eu quand même des opérateurs économiques, puisque le secteur privé était au cœur de cette TICAD? Oui, c'est juste pour revenir à votre question, vous avez posé la question, parce qu'elle est fondamentale, la question, de savoir qu'est-ce qui amène aujourd'hui le Japon à se tourner vers l'Afrique. Je voulais commencer par une phrase du président Félix Houphouët-Boigny qui a dit en son temps que celui qui contrôlera les richesses de l'Afrique contrôlera le monde. Donc aujourd'hui, effectivement, sur le plan international, nous avons vu ici ce qu'on appelle aussi l'affaiblissement aujourd'hui de la domination économique de ce qu'on appelle l'Occident. Et le Japon est bien entendu compris dans l'Occident. Et dans le mouvement qu'on appelle ça, le partenariat, l'unipolarité aujourd'hui. Maintenant, on va de plus en plus maintenant vers la multipolarité aujourd'hui. Et on appelle le mot exact, c'est le multilatéralisme. Alors donc, il y a plusieurs motivations. Les motivations sont de 3 ordres. Il y a des motivations géostratégiques, il y a des motivations géoéconomiques et il y a des motivations géopolitiques. Dans la motivation géostratégique, j'ai dit tout à l'heure, M. Barado l'a cité, il y a l'intervention du Japon en Afrique était basée sur l'aide publique au développement. Et on constate que les pouvoirs publics japonais ont constaté donc que l'aide publique au développement a commencé à se réduire et qu'il fallait donc beaucoup plus miser sur l'investissement privé en Afrique. Donc, ce sont ces causes-là qui ont amené véritablement les Japonais vers l'Afrique. Donc, dans la motivation géostratégique, effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a le fait que de 1960, dans l'année 1970, en 1990, de 1970 à 1990, le Japon a connu un véritable boom économique qui l'a placé en deuxième position comme étant la deuxième puissance
à travers dans le monde derrière les États-Unis. Mais à part, bien entendu, la deuxième puissance économique. Voilà, ça il faut bien le préciser. Et à partir de 1990, effectivement, il y a eu la dépréciation du yen, et donc ça fait que l'économie a pris un coup. Mais il faut dire que pendant le moment où le Japon dominait, le Japon, bien entendu, les entreprises japonaises se sont délocalisées. Elles ne se sont pas délocalisées, mais elles se sont internationalisées en Asie du Sud-Est. Donc ce qui a créé ce qu'on appelait les dragons d'Asie du Sud-Est, donc des grands pays aujourd'hui comme la Corée, etc., etc. Donc ces pays-là aussi ont commencé à se réveiller. Et bien entendu, après la Corée, il y a aussi la Chine qui a commencé à se réveiller sur le plan économique. Et donc ça a affaibli, donc ça a fait que le Japon a perdu un peu sa force. Et les entreprises japonaises, les entrepreneurs japonais se sont rendus compte qu'il fallait trouver de nouveaux marchés. Et donc l'Afrique ayant un potentiel très important au niveau de la démographie, au niveau du potentiel minier, etc., etc. Donc l'Afrique est la place où il faut être. Donc ça c'est la motivation géostratégique. Et il y a aussi la motivation géoéconomique. Je le dis tout à l'heure, je vais dire aujourd'hui que effectivement, les entreprises japonaises aujourd'hui ont besoin de trouver d'autres leviers de croissance à l'international. Donc, l'Afrique est l'endroit où il faut se trouver pour permettre au Japon de rattraper le retard qu'il a eu sur les autres pays occidentaux, non seulement sur les autres pays occidentaux, mais aussi sur son plus grand rival qui est la Chine. Donc, c'est très important pour le Japon d'y être. Et donc, le fait de se positionner en Afrique et surtout de baser sa stratégie sur la mobilisation des investissements publics et privés en Afrique leur permettra de se mettre au même niveau du Japon et ne pas se laisser surprendre. Parce qu'on sait que l'Afrique, c'est un marché. En dernière position, c'est bien entendu, je vais dire, des motivations géopolitiques. Le Japon a besoin de peser sur la chaîne internationale. Et le fait, par exemple, d'avoir un partenariat avec les autres, avec l'Afrique, notamment l'Union africaine et les autres partenaires, est un moyen important pour le Japon d'accroître plutôt son influence en Afrique. On a vu ici, il n'y a pas seulement que le Japon, il y a la conférence Turquie-Chine, il y a la conférence Turquie-Afrique. Turquie-Afrique, plutôt, merci beaucoup. Il y a aussi le partenariat Afrique-Russie. Bientôt, la réunion entre le partenariat, la réunion du partenariat États-Unis-Afrique aura lieu bientôt. Et puis, en plus de ce qu'on connaît habituellement, le sommet France-Afrique. Donc, je vais dire que ce sont des éléments qui sont très importants pour permettre le fait d'être en Afrique permet donc au Japon de contrer l'influence chinoise en Afrique. Alors, permettez-moi, oui, je vous laisse rebondir d'abord. Je voulais dire, la question de M. Soumaro, il dit le retour en force du Japon. Oui. Pour moi, il n'y a pas de retour en force. Dans la mesure où le pourcentage n'a pas varié. C'est un raisonnement mathématique. Il n'y a pas un retour en force, il y a une présence. Mais parce que le retour en force voudrait dire qu'ils ont augmenté rapport à d'autres partenaires. Mais avec les intentions d'investissement qui viennent. Les intentions d'investissement, l'orientation, la meilleure orientation, comme l'a dit M. Sadia, une meilleure orientation de l'investissement en prenant en compte le secteur privé, la jeunesse, et l'agriculture, les start-up. Ça, c'est vraiment important. Je pense que la TICAD a été une opportunité de définir une stratégie d'élaboration d'un plan d'investissement du Japon. Mais à partir du moment où cette conférence se tient en faisant appel à des organisations des Nations Unies, elle n'est plus, à mon sens, tout à fait neutre. C'est comme si c'est une répétition de ce qui se disait dans ces organisations-là pour orienter l'aide japonaise. Et justement, donc pour moi, le retour en force serait dire que le Japon a encore renforcé. Alors justement, dans le cadre de la préparation de cette émission, il y a deux facteurs qui nous sont un peu revenus. On a vu par exemple, vous avez évoqué le fait que les Nations Unies soient fortement impliquées dans cette conférence de la TICAD. On a vu aussi sur le volet, le domaine politique, le Japon qui
promet négocier une place au Conseil de sécurité des Nations Unies pour l'Afrique. Est-ce que derrière, ce n'est pas en griffe, le Japon n'est pas un paravent des États-Unis dans cette crise qui se dessine actuellement, cette crise d'influence entre le bloc occidental et le bloc russe ou russo-chinois qui se dessine actuellement? Donc moi, à mon avis, je pense que ça, ce sont les enjeux, en fait. Les enjeux de cette étiquette, on l'a dit tout à l'heure, il y avait les enjeux économiques. Les enjeux économiques, c'est de permettre aux entreprises japonaises de se déployer sur de nouveaux marchés et d'accroître leur part sur le marché. Mais en plus de cela aussi, il y a des enjeux, je veux dire, des enjeux politiques qui sont très très importants. L'Afrique aujourd'hui, lorsque vous venez par exemple dans un continent comme l'Afrique, ou lorsque vous êtes dans le même partenariat avec une autre organisation, une autre partie, donc vous venez dans l'optique d'apporter quelque chose. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, je veux dire que l'un des vœux ou l'un des souhaits des pays africains, c'est d'avoir une place permanente au Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, le Japon s'est fait fort, donc, à travers, au cours de TICAD, de soutenir l'initiative des pays africains qui réclament une place. Et c'est tout à fait normal que 52 pays dans le monde aujourd'hui ne puissent pas avoir une place, je veux dire, des représentants permanents au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Donc, il y a ce côté-là. Autre côté aussi, il y a l'enjeu sécuritaire. On sait aujourd'hui, par exemple, que l'Afrique, de façon générale, est confrontée au mouvement terroriste. Et donc, ça fait que, effectivement, les Africains, on sait que la paix et le développement sont les deux notions qui vont ensemble. Et donc, c'est un véritable challenge, un véritable défi aujourd'hui pour les pays africains. Et donc, les pays africains qui consacrent de plus en plus, je veux dire, des moyens pour assurer la sécurité, alors que ces moyens, en temps normal, devraient pouvoir aller au développement et réduire aussi la précarité la précarité économique au niveau des pays africains. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Beaucoup de pays africains aujourd'hui connaissent des guerres, des rébellions aujourd'hui, et ce sont véritablement des challenges. Mais en même temps, donc les pays africains demandent au Japon, ou attendent du Japon, en tout cas, qu'il aide véritablement l'Afrique à je veux dire, à combattre l'insécurité. Bon, je veux dire que pour moi, à mon avis, ça c'était, je veux dire, un vœu du président, c'est un vœu du président de l'Union africaine, le président Macky Sall, qui a demandé notamment aux pays occidentaux et aux pays partenaires de mettre la main à la poche pour aider les pays africains. Bon, je pense, moi, à mon avis, que véritablement la sécurité du pays, la sécurité des Africains incombe d'abord aux Africains. Et je pense que, avec toutes ces immenses ressources que nous avons, si nous devons compter sur les autres pays pour pouvoir assurer notre sécurité, enfin, je parle de nous quand je suis africain, je pense que ça, c'est à mon avis, cette demande est, à mon avis, un peu incongrue, je pense. Alors, permettez-moi une autre question concernant cette ICAD. C'est vrai, on parle du sommet Chine-Afrique, France-Afrique, aujourd'hui Japon-Afrique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faille aller de pays à pays, par exemple Sénégal, Japon, Côte d'Ivoire, Japon, Tunisie, Japon, parce que finalement chaque pays a sa spécificité, a sa particularité. Les pays d'Afrique subsaharienne misent beaucoup sur l'agriculture. Au niveau des pays de l'Afrique du Nord, c'est vraiment, on est passé à un autre stade d'industrialisation. Ils ont d'autres préoccupations. Est-ce qu'il ne faille pas aller de manière singulière comme ça, que de réunir tout le monde et d'aller? Est-ce que ça porte vraiment la voix de l'Afrique? D'abord, c'est le Japon qui organise sa conférence. Donc, c'est le Japon qui définit. On dit la main qui donne, c'est elle qui dirige. Donc le Japon, organisant sa conférence, finance l'organisation de sa conférence et demande à ce que les chefs d'État soient présents à une période bien précise de tous les 5 ans pour que cela soit une occasion pour le Japon de définir sa politique d'investissement en Afrique. Mais comme les Africains, nous avons été invités à cette ICAD. Il nous appartient de nous concerter et d'avoir une stratégie qui prenne en compte au moins
les intérêts ou les desiderata de l'Afrique par région. Je veux par exemple dire que les Africains peuvent se dire, nous voulons, c'est vrai, le Japon veut peut-être investir dans tel ou tel domaine, mais nous pensons qu'en Afrique, nous avons besoin d'investir dans le domaine de l'énergie. Donc on a besoin de monter un projet partenariat Afrique-Japon, et le Japon se présente comme donc le partenaire qui va financer ce projet. Par exemple, à l'est de l'Afrique. On peut faire la même chose de l'autre côté. Mais les besoins étant spécifiques par pays, il faut qu'on retrouve au moins les éléments qui permettent à l'Afrique d'assurer une partie du développement, et les autres parties vont être assurées par les politiques nationales. Mais sinon, le Japon, cela va lui coûter beaucoup plus cher d'avoir des rencontres avec chaque pays. Et puis, dans tous les cas, ils ont leur enveloppe. Ce n'est pas parce qu'ils auront 10 choses qu'ils vont le faire. Je maintiens mon raisonnement en disant que le chiffre ne bouge pas. Mais c'est la spécificité du financement qui peut changer selon la desiderata. Je voulais rebondir un peu sur ce que vous avez demandé en disant que si le Japon le fait, est-ce que ce n'est pas pour s'aligner derrière les États-Unis? Évidemment. Les gens agissent par club. Le Japon n'a pas voulu se retrouver dans une position où elle pourrait ramer à compte courant du bloc des États-Unis. Et ce qui fait que le Japon peut-être ne donne pas autant de financement, mais il y a des explications qu'on peut trouver à cela. Quand vous regardez les exportations du Japon vers l'Afrique, ça ne représente que à peine 0,9%. Et dans ce pourcentage, la grande partie va à l'Afrique du Sud, qui est un pays développé, relativement, en Afrique. Donc ça veut dire que le Japon, effectivement, dans cette position-là, ne recherche que, et effectivement, à s'aligner sur l'élément de l'Afrique. Oui, ce que moi je peux ajouter, c'est tout juste pour aborder dans le sens, c'est le Japon qui fixe les règles. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'était une plateforme de partenariat entre le Japon et l'Union africaine. Donc ça veut dire que c'est les pays pris dans leur globalité. Donc, et en plus de cela, d'autres partenaires sont donc associés à ce partenariat-là. Alors donc, partant de ce point de vue, il a dit tout à l'heure, c'est la main qui donne, qui commande. Mais je vais dire que les Africains ont intérêt à aller en groupe, ensemble, en bloc, puisque c'est bien entendu des relations entre l'Union africaine de façon globale et le Japon. Vous avez bien entendu que la réunion est présidée aussi bien par le représentant japonais et le président de l'Union africaine. Donc ça, c'est un fait très important. Mais le fait d'aller ensemble aussi permet aussi peut-être de mutualiser les forces et aussi pour pouvoir peser aussi dans les négociations. Mais globalement, chaque pays va avec son projet de façon individuelle. Je ne sais pas grand-chose en ce qui concerne le projet des autres pays, mais par contre, au niveau de la Côte d'Ivoire, on sait très bien que le Premier ministre a annoncé que certains projets structurants importants, notamment l'échangeur du Carrefour Akwaba de l'aéroport de Port-Boué, financé par le Japon. On sait déjà qu'il y a un échangeur qui a été financé par le Japon déjà au niveau du Carrefour Solibra, et un autre échangeur qui aussi va être construit financé par le Japon, aussi à Cocody, si mes informations sont bonnes. Autre chose, en plus de cela encore, il y a bien d'autres projets, notamment dans le domaine de, je vais dire, notamment dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé et dans le domaine du développement du capital humain aujourd'hui. Donc le Japon a décidé donc, de s'engager, je vais dire, dans ces voies-là. Pour ceux qui sont à Abidjan, ils savent très bien que le Japon est en train de construire, par exemple, je vais dire, pratiquement un hôpital pédiatrique au sein du centre hospitalier universitaire de Cocody. Donc ça, c'est un projet parmi tant d'autres que je pourrais ajouter. Maintenant, si concerne votre question maintenant, voilà, c'est sur ça que je voulais ajouter, je vais dire, nous allons aujourd'hui vers le développement de ce qu'on appelle le multilatéralisme. Et la bataille d'influence est en train de se déployer vers une zone, maintenant que la zone qu'on appelle l'Indo-Pacifique. Aujourd'hui, c'est là que se trouve la plus forte croissance au monde aujourd'hui,
avec la Chine. Et le Japon, vous savez que c'est une puissance majeure en Asie du Sud-Est. Mais le Japon a perdu son influence aujourd'hui au profit de la Chine. Donc c'est très important pour le Japon de contrecarrer, la Chine en Afrique, puisque la Chine avait son projet de route de la soie, aujourd'hui est en train de développer des projets d'infrastructures majeurs dans presque tous les pays africains. Et donc cela, bien entendu, jette de l'ombre aussi, bien entendu, sur l'influence du Japon. Vous avez vu à Abidjan et puis dans d'autres capitales, en Éthiopie, etc., beaucoup d'infrastructures sont construites par les Chinois, notamment la participation de la Chine au barrage de la Renaissance en Éthiopie. Donc, on peut les citer, ces infrastructures-là, vraiment à souhait. Donc, c'est un impératif vital, en tout cas pour le Japon et pour les autres puissances, aujourd'hui occidentales, qui sont, pour le courant de l'unilatéralisme dirigé par les États-Unis aujourd'hui. Le Japon ne peut pas se soustraire à cela parce qu'on sait qu'après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon est pratiquement un peu sous le protectorat. C'est un peu endormi. Alors, monsieur, on tire pratiquement à la fin de cette émission. Alors, avec vous, monsieur Ouattara, on va voir exactement, quand on regarde un peu ces différents signaux que nous avons, la TICAD, les prochaines éditions, à quoi doit-on s'attendre très rapidement? Les prochaines éditions... Quelles perspectives pour la TICAD en Afrique? Les perspectives sont déjà... les perspectives sont bonnes dans la mesure où la population japonaise elle-même a demandé à ce que les populations africaines soient impliquées dans ce grand projet, que le secteur privé soit impliqué. Donc on espère, pour ma part, que si le secteur privé est encore plus impliqué, effectivement, on aura de nouveaux moteurs de développement, parce que le développement du secteur privé, c'est vraiment le défi pour que nous puissions tendre vers le développement. Donc je pense que si, avec les signaux qui se présentent, il y a toutes ces nouvelles orientations, on peut espérer que la TICAD va mieux s'orienter. Mais il appartient aux Africains d'identifier des projets communs et de les poser sur la table. Parce que comme on le dit très souvent, si vous demandez, vous êtes sûr d'avoir un peu de ce que vous voulez. Mais quand vous ne demandez pas, on vous donne ce qu'on veut. Alors, c'est à l'Afrique de savoir ce qu'elle veut et comment y aller. Mesdames et messieurs, c'est ici que se referme cette émission Éco-Débat consacrée à la 8e conférence de la TICAD. Merci encore de nous avoir suivis et vous pouvez retrouver ce débat sur notre site internet www.mediantv.com. Nous étions avec M. Ouattara Do, spécialiste en analyse sectorielle et stratégie. Merci encore d'avoir été avec nous et avec M. Sadia Zouzou, spécialiste en intelligence économique. Mesdames et messieurs, agréable suite au programme et à très bientôt sur Medi 1.